McAfee. C'est un logiciel antivirus auquel on a tous déjà été exposés d'une manière ou d'une autre. Il est souvent préinstallé sur les ordinateurs neufs et reste, pendant un certain moment, notre antivirus par défaut. Malgré l'importance que le logiciel a eu et continue d'avoir dans le monde informatique, c'est plutôt de son créateur que je souhaite parler aujourd'hui. L'histoire de John McAfee est étrange. Elle n'est pas similaire à d'autres piliers de l'informatique de son époque, comme celle de Steve Jobs ou de Bill Gates par exemple. Elle n'est pas non plus anodine et sans intérêt particulier, comme tant d'autres programmeurs qui sont dans l'ombre malgré leurs accomplissements. Avant d'embarquer dans les péripéties, on doit dresser un court portrait de l'homme qui les a vécus. John McAfee est né en 1945 à Cinderford en Angleterre. Son père est un soldat américain stationné au Royaume-Uni et sa mère, elle, est anglaise. John et ses parents déménagent sur la terre natale de son père alors qu'il est très jeune, soit en Virginie, aux États-Unis. On en sait peu sur l'enfance de McAfee, sauf quelques détails. On sait que son père était violent, abusif et alcoolique et qu'il s'est suicidé d'une balle dans la tête alors que John n'avait que 15 ans. Au début de sa vingtaine, il commence à fréquenter le collège de Roanoke à Salem, en Virginie, où il complète un programme en mathématiques en 1967. C'est à ce moment-là qu'il tombe dans la drogue et l'alcool. Il est décrit comme un alcoolique fonctionnel par son entourage. Il s'enrôle ensuite dans un autre collège en Louisiane pour y obtenir un baccalauréat en mathématiques, mais est éventuellement expulsé pour inconduite sexuelle. À ce moment-là, il décide d'abandonner l'éducation et il essaie de trouver du travail à la place. Il se trouve un paquet d'emplois différents qu'il occupe pour de courtes périodes de temps, tous dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Il va soutirer de l'information sur le fonctionnement de ces infrastructures tout au long des années 60 et 70. Il expérimente les drogues psychédéliques au cours de cette époque. Certains anciens collègues de travail ont rapporté qu'une journée au travail, il avait fait un sac entier de DMT et serait sorti du bâtiment en panique pour aller se cacher derrière une poubelle dehors en demandant à ce que personne ne le regarde. Il déménage finalement en Californie, à Silicon Valley, là où l'industrie de la technologie semble avoir le vent dans les voiles. Il continue d'occuper des emplois, un par-dessus l'autre. Il travaillera entre autres pour la NASA pendant quelques mois. Ce comportement dure plus de 10 ans, quand en 1983, alors qu'il travaille pour Omex, il se fait prendre par ses patrons en train de faire de la cocaïne et de boire du scotch à son bureau sur les heures de travail. Il perd cet emploi et il verra cet événement dans le futur comme un moment pivotant qui l'aura poussé à faire face à ses addictions. Il entre dans des groupes de thérapie, notamment les alcooliques anonymes. Après avoir réglé ses problèmes de consommation, John McAfee se trouve un emploi chez Lockheed Corporation, une compagnie d'aéronautique. C'est pendant cette période, en 1986, qu'il fera la découverte qui va changer sa vie à tout jamais. Il apprend l'existence des virus informatiques à cause du virus Brain, relâché en janvier 1986. Brain est considéré comme le premier virus informatique à infecter les systèmes d'ordinateurs personnels IBM. Alors le système le plus répandu dans les foyers et bureaux du monde. Un système infecté par le virus voit son secteur de démarrage remplacé par un écran, au choix du virus. Ce qui veut dire que quand une machine infectée est ouverte, au lieu d'afficher son écran d'accueil habituel, l'utilisateur voyait simplement un message d'avertissement. Welcome to the dungeon. Bring computer services. Beware of this virus. Contact us for vaccination. McAfee est terrifié des possibilités que ça engendre. Mais il a un éclair de génie. Pourquoi ne pas créer un logiciel qui contre ce type de programme invasif? Il se met au travail et c'est en 1987 qu'il fonde McAfee Associates Incorporated.
afin de vendre son produit fini qu'il baptise initialement VirusScan. Le projet est un succès phénoménal et en 1989, McAfee quitte son emploi chez Lockheed afin de se consacrer à temps plein à sa nouvelle entreprise. VirusScan était le tout premier antivirus en vente sur le marché public et également un des premiers logiciels à être initialement vendu exclusivement sur Internet. À cette époque, on vendait plutôt des logiciels sur disquette. La compagnie grandit rapidement et l'esprit de fête de McAfee reprend naissance. Sa personnalité flamboyante et sa consommation de drogue font de lui une figure modèle pour la culture interne de la compagnie. Les employés sont poussés à faire des heures complètement débiles pour recevoir des récompenses. On y encourage la consommation de stimulants et la fête en général. Des ex-employés rapportent même que des concours de sexe avaient lieu, que des gens dorment sous leur bureau après avoir fêté et qu'ils se remettent au travail après s'être réveillés. Bref, la compagnie est peu orthodoxe dans son exécution professionnelle. Néanmoins, elle connaît un succès monstre et rapporte des millions dès le début des années 90. John empoche personnellement une moyenne de 5 millions de dollars américains par année. McAfee met l'accent sur la peur que les gens ont des virus informatiques, parce que semble-t-il que de nouveaux virus naissent à chaque jour. Des dizaines de compagnies multinationales achètent des licences McAfee pour protéger leurs ordinateurs et infrastructures réseau. Les affaires continuent d'aller et les ventes ne font qu'augmenter chaque fois qu'un nouveau virus apparaît. En 1994, McAfee en a assez et décide de vendre toutes les parts de sa compagnie. Il empoche une fortune de 100 millions de dollars. De 1994 à 2007, John investit dans plusieurs industries. Il cofonde plusieurs petites entreprises qui ne décollent pas vraiment, notamment PowWow, le premier programme de messagerie instantanée pour Windows. Le programme sera dépassé par AOL et plus tard par MSN. On en sait peu sur sa vie personnelle et ses actions hors du monde des affaires à ce moment-là. On sait qu'il se marie et qu'il se divorce 2 fois pendant cette période. On sait également qu'il achète environ 9 propriétés un peu partout aux États-Unis qu'il remplit d'art de haute valeur. Il se fait même importer un squelette de dinosaure authentique pour une de ses maisons luxueuses. Il fonde également un centre de yoga et de retraite spirituelle sur une de ses propriétés dans l'État du Colorado. En 2008, une récession économique frappe les marchés financiers partout dans le monde. Que la crise financière que nous connaissons est la plus importante depuis la Grande Dépression des années 30. Or, dans l'histoire, il y a eu plusieurs crises financières et économiques. Et ce soir, nous avons décidé de faire appel à un expert de Les actifs de John McAfee étant pour la plupart des investissements en bourse sont purgés par la crise économique. Sa fortune baisse d'environ 100 millions de dollars à 4 millions de dollars. À ce moment-là, les affaires vont très mal pour McAfee, parce qu'il était déjà aux prises d'une tonne de poursuites judiciaires pour des raisons diverses. Il décide de retirer tous ses actifs restants de la bourse et de vendre ses propriétés en enchères. Il s'en sort avec une bonne fortune, décide de quitter les États-Unis et de prendre la route vers l'Amérique centrale, précisément au Belize. Il achète une propriété donnant sur l'océan, à Hamburger Sky. Près de sa nouvelle acquisition, il rencontre une femme, une microbiologiste nommée Alison Adonizio. Alison effectue des recherches au Belize au nom de l'université de Harvard. Ses recherches visent à créer un nouveau type d'antibiotique révolutionnaire en étudiant la relation que certaines bactéries ont avec les plantes. Certains cours d'eau au Belize lui offrent une fenêtre sur ce monde de possibilités. Peu après sa rencontre avec McAfee, il décide de fonder un partenariat d'affaires. John lui propose de briser ses liens avec l'université et lui offre de financer et de commercialiser ses recherches. Si elle réussit à faire un médicament, il sera distribué mondialement grâce à l'argent et aux connexions financières de McAfee. Alison accepte et rompt ses liens avec l'université. Elle s'unit à l'excentrique millionnaire et ensemble, ils fondent Corumex.
La fondation d'un laboratoire et d'un gros complexe littéralement fortifié débute aux ordres de McAfee dans son nouveau pays qu'il considère rapidement sa demeure. Tout semble bien aller d'un point de vue externe. Un riche vient d'établir une entreprise philanthropique. Ça sonnait bien aux yeux du monde, mais la réalité est beaucoup plus sombre. I told him I had a headache and he brought me, he went into the other room and he brought me 2 pills and a glass of orange juice. It tasted foul. I only have sort of flashes of recollection. He was standing over me, naked. I grabbed my clothes. I don't even remember taking them off. Adonisio says she quickly fled police without telling the local police. She says U.S. authorities told her they had no jurisdiction, so no charges were pursued. I don't know what to tell you except that I have emotional and physical scars from that experience. McAfee devient paranoïaque. Il pense que les autorités viendront le chercher ou encore l'assassiner aux ordres des États-Unis. Il parle de prendre le contrôle du pays et bien d'autres folies. Il étend son influence et acquiert du terrain dans le village de Carmelita, situé plus à l'ouest dans le pays, et se bâtit une forteresse, achète des tonnes d'armes à feu, engage des gardes armés pour sa propriété et engage une bonne partie de la population locale pour tous ses besoins, notamment des prostituées. Beaucoup de prostituées. Il essaie de nouvelles drogues hypersexuelles expérimentales, un type bien précis de sel de bain. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que des sels de bain? Initialement, les sels de bain c'était seulement que des produits de bain, comme le nom suggère. Mais certains avaient des propriétés spéciales quand pris de manière peu conventionnelle et étaient utilisés comme drogue. Vous vous souvenez probablement du cannibale de Miami en 2012, quand un homme sous les effets des sels de bain s'en est pris à un itinérant et lui a mangé une bonne partie du visage. Eh bien, c'est ça, des sels de bain. Ils ne font pas tous ça, et ceux qui ont des effets comme ceux-ci sont maintenant illégaux, mais John McAfee était, selon ses propres dires, un grand amateur de ce type de drogue. I'm running again. The issue of my consumption of bath salts has got to come up. Well, what the fuck is bath salts? No, they're not things that you put in the bath and then you soak yourself. Fuck no. These are research chemicals begun under the reign of Mao Zedong and continue throughout. In China, they've invented some amazing shit. Supposedly nootropics to make you smarter, but also things to make you dumber if you're an enemy of China. I've taken them all, unfortunately. More than you and 10 of your friends could ever fucking carry. Now, since the question's going to come up, I'm going to answer it now. Yes, I've taken bath salts, every fucking one of them. Why bath salts? Because they were perfectly legal, and yet they were chemicals. You couldn't say, snort this up your nose, or shoot this in a vein, or shove this up your fucking ass. No, because that's illegal in America. You could say, put this in your bathtub and soak in it. Those of us who knew better go, yeah. Things like MDPV. They came out in beautiful colored packages. Ultimate Sextasy. Ivory Wave. Beautiful, beautiful things. By the way, if anybody has any of the Ultimate fucking Sextasy left with the real gray powders, $100 for a fucking packet. I know you only paid $3 for it. Call me. Anyway, so yes, I took these things. Miraculous motherfucking things. Again, making... Sous les effets d'un type de sel de bain bien particulier, le MDPV, John devient un gigantesque employeur de prostituées. Je vais laisser quelques-unes de ces femmes parler pour eux-mêmes de leur expérience. What did he have you do? Sit on this hammock. The hammock has a hole. He puts you in a hammock. Yeah, he would cut a little hole. He wanted to have like scat sex, and I didn't agree with that. What is scat sex? And when you poop in someone's mouth. He used to make you shit in his mouth. Like that. He asked you to shit in his mouth. His sex has to last long. I mean, you can't give him 1 or 2 hours. He wants like morning to day. Mais au-delà de ça,
McAfee devient plus qu'un simple riche qui profite de la population locale. Il est en quelque sorte un roi dans sa petite cité-État. Il se voit comme étant bénévolent et dit qu'il aide les familles pauvres du coin, qu'il crée des emplois, etc. Il s'immerse de plus en plus dans les affaires locales. Il entre en conflit avec des résidents qui auraient causé des problèmes à ses prostituées ou ses autres employés. Il fait bâtir une caserne de police et engage des tonnes de nouveaux policiers. Il paye des sommes d'argent débiles pour que ces nouveaux agents fassent du surtemps de nuit afin de lui rapporter tout ce qui se passe autour de sa base. Les locaux diront plus tard que la police locale était devenue en quelque sorte l'armée personnelle de John. Il ira jusqu'à imposer un couvre-feu pour ses patrouilles de nuit. Plutôt que de savoir ce qui se passe, il finira par préférer que rien ne se passe. Il maintenait constamment que ses activités étaient faites en toute légalité, puisque c'était bel et bien la police qui effectuait ses rondes, et que le tout était pour sauver la petite communauté. John alla jusqu'à dire qu'il était le seul espoir que ce petit coin de pays-là avait contre la menace des cartels et du crime organisé. Cependant, on ne pense pas qu'il croyait réellement ça, car le village était une communauté rurale pauvre très conventionnelle et on ne rapporte pas de lien avec le crime organisé. Parlant de crime organisé, John se sent menacé, car il apprend que des membres du crime organisé d'ailleurs dans le pays le voient comme un rival potentiel. Il organise donc une série de rencontres avec des membres importants de ces organisations afin de démontrer qu'ils ne sont pas ennemis et qu'ils n'empiètent pas sur leurs affaires. C'est cette série d'événements qui attira l'attention du gouvernement de Belize qui en savait alors peu au sujet de McAfee. John était dans leur mire depuis un moment, mais il n'avait rien de concret pour obtenir un mandat pour entreprendre des actions judiciaires, car il opérait dans une zone grise de la loi. Mais de possibles liens avec des trafiquants de drogue et le fait qu'il opérait un laboratoire au nom de sa compagnie d'antibiotiques, les autorités béliziennes tentent leur chance. Le matin du 30 avril 2012, la police bélizienne fait une descente dans l'enceinte de McAfee. Ils arrêtent un paquet de gardiens de sécurité et tuent un chien de garde lors des premiers moments de la descente. Ils ne trouvent aucune drogue ni aucun matériel pour fabriquer de la drogue. Sauf bien sûr des sels de bain hyper sexualisants qui ne sont malgré tout pas illégaux au Belize. Les autorités confisquent néanmoins plus d'une dizaine d'armes à feu et des centaines de munitions. McAfee est embarqué et amené en prison pour une nuit seulement. Dans une série de procédures légales étranges et de l'assistance d'une ambassade américaine, John est relâché. Cet événement ne fera que contribuer à sa paranoïa grandissante. En 2012, un homme américain nommé Gregory Fall fréquente souvent le Belize et possède une propriété sur la même rue que McAfee, 2 maisons plus loin, précisément. Fall est un propriétaire de bar originaire de la Floride. Il se rend au pays d'Amérique du Sud pour relaxer lors de la saison tranquille chez lui. Cependant, avec John McAfee comme voisin, il n'arrive pas vraiment à relaxer. Des fêtes bruyantes, des convois armés qui patrouillent les environs, des prostituées en quantité industrielle, McAfee possède aussi une tonne de chiens de garde qu'il laisse en liberté sur sa propriété et dans le quartier. Certains de ces chiens sont assez agressifs et jappent et grognent après les passants constamment. Un jour, Gregory en a assez et confronte McAfee. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit ce jour-là, car seul McAfee a rapporté la discussion lors d'un entretien avec Vice. John prétend que Gregory l'aurait menacé de tirer sur ses chiens s'il continuait à l'harceler sur sa propriété. Quelques jours plus tard, un des chiens de McAfee meurt. De maladie ou empoisonné, on ne le sait pas vraiment, mais McAfee dit que Gregory aurait empoisonné son chien. 4 jours plus tard, Gregory Fall est retrouvé mort dans sa maison. Rien n'a été volé. Toutes les pièces sont intactes. Il n'y a que le vacancier mort dans sa chambre d'une balle derrière la tête. Le fait que tout est intact laisse croire qu'il ne s'agissait pas d'un hasardeux cambriolage, mais bel et bien d'un meurtre visé. La police se rend éventuellement chez McAfee pour le questionner, mais il n'est pas là. Notre millionnaire devient encore plus paranoïaque et pense que la police bélizienne, avec l'aide des États-Unis, finiront par l'assassiner. C'est ainsi qu'il fuit le pays pour se rendre au Guatemala, au nord. On ne saurait pas cette étape si ce n'était pas de l'entrevue Vice qu'il a livrée lors de cette péripétie. Cette entrevue Vice en particulier est spéciale, car McAfee est interpellé et arrêté par Interpol au beau milieu du tournage.
Il est extradé aux États-Unis pour avoir pénétré illégalement au Guatemala et échappe à la justice bélizienne. Il est important de savoir que les ressources et la technologie de la police scientifique au Belize est beaucoup moins avancée qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, sans confession directe ou preuve concrète, McAfee ne peut être accusé formellement du meurtre de Gregory Fall. Certaines informations vont circuler dans les médias, mais elles ne sont pas fiables, car les mêmes personnes vont parler plusieurs fois à de différents médias en changeant leur version des faits, générant encore plus de confusion. Mais le gouvernement bélizien cherche tout de même à le faire passer en cours au pays. McAfee fait semblant d'avoir 2 crises cardiaques pour être sorti de son centre de détention et hospitalisé. Pendant ce petit épisode, son avocat accélère les démarches pour qu'il soit extradé aux États-Unis. Cette démarche fonctionne, et John échappe encore à la justice. Dans les années qui suivent son retour aux États-Unis, le fugitif devient un phénomène web et s'exprime ouvertement sur ses péripéties des dernières années. Il devient entre autres un militant actif de la communauté des crypto-monnaies. En 2013, il publie une vidéo étrange qui montre comment désinstaller l'application McAfee d'un ordinateur. La vidéo est en quelque sorte une parodie de toutes les histoires qui entourent McAfee. Send. Oh, hello there. My name is John McAfee. I'm the founder of the McAfee Antivirus Software Company. Although I've had nothing to do with this company for over 15 years, I still get volumes of mail asking, how do I uninstall this software? I have no idea. Après cette vidéo, ses apparitions se font sporadiques et on entend généralement parler de lui dans des histoires de poursuites judiciaires repoussées. C'est en 2015 que John McAfee revient en gros plan sur scène quand il annonce la nouvelle loufoque de sa candidature présidentielle. Initialement, il fonde son propre parti qu'il baptise le Cyber Party, littéralement le Parti cyber, mais il finit finalement par joindre le Parti libertaire. Évidemment, sa campagne est un échec total, mais s'inscrit dans la liste d'accomplissements débiles de sa vie. Après sa première campagne politique, McAfee devient, selon ses dires, recherché par l'Agence de revenus américaine pour ne pas avoir payé ses impôts depuis 2010. Il fuit le pays pour se promener en yacht dans l'Atlantique en longeant le continent américain jusqu'à la mer des Caraïbes. Il est assez actif sur les réseaux sociaux au cours de cette période. Il se fait faire un tatou sur un bras avec le mot « whacked », qui signifie que s'il se suicide ou qu'il est retrouvé mort un jour, c'est le gouvernement américain qui l'aura assassiné. En 2020, il se relance à la course présidentielle, mais en menant sa campagne à distance par Internet. Nul besoin de dire que ce n'a pas été un succès cette fois non plus. Par-dessus tous ces troubles légaux, une affaire refait surface en 2019. La fille de Gregory Fall poursuit McAfee depuis un tribunal en Floride et réclame 25 millions de dollars pour avoir été impliqué dans le meurtre outre-mer d'un citoyen américain. McAfee ne paiera jamais cette dette non plus. En 2020, le millionnaire fugitif se rend en Europe. Le gouvernement américain confirme qu'il est endetté de millions de dollars en taxes et émet un mandat d'arrêt international contre lui. Il est interpellé et arrêté en Espagne le 5 octobre 2020. D'autres charges judiciaires sont émises contre lui, notamment une affaire de fraude en crypto-monnaie qui lui aurait rapporté des millions de dollars en revenus additionnels. Il est emprisonné pendant des mois en attendant un verdict. Finalement, le 23 juin 2021, un tribunal espagnol accepte une demande américaine visant à l'extradition de McAfee aux États-Unis pour y être jugé et emprisonné. Quelques heures à peine suite à cette nouvelle, John McAfee est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. La mort de McAfee déclenche une vague de théories du complot sur le web, notamment à cause de la paranoïa assumée du millionnaire liée à sa peur d'être assassiné, et surtout à cause de l'histoire de son fameux tatouage « Whacked ». Le verdict officiel appuie néanmoins le suicide. Et vraiment, c'est tout. L'histoire tumultueuse de McAfee s'arrête là. Aujourd'hui, le nom McAfee pour l'antivirus nous rappelle peu l'homme en question, et c'est normal, car les deux sont très éloignés et n'ont qu'en commun leur nom.